Eh bien voilà, nous allons bien entendu célébrer cette journée de Yerushalayim, ce Yom Yerushalayim tout à fait particulier, 53e anniversaire de la réunification de la capitale de l'État d'Israël, qui est célébré, il faut bien l'avouer, un peu de manière plus mitigée, moins solennelle, moins joyeuse que d'ordinaire, bien entendu en raison des restrictions imposées par l'épidémie de coronavirus, mais ça ne nous empêche pas de célébrer cette grande journée et de parler, on va dire, d'Israël, de revenir sur l'histoire d'Israël et sur l'histoire du sionisme moderne avec notre invité. Notre invité, c'est Jonathan Simon Selem. Bonjour Jonathan. Bonjour Daniel. Boker Tov, merci d'être venu ici dans notre studio en cette journée de Yom Yerushalayim. Vous êtes un personnage, une personnalité connue de la vie francophone, de la vie à la fois politique et sociétale de la communauté francophone en Israël. On ne vous présente plus, mais cette fois-ci, vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage, un ouvrage que vous avez rédigé, qui est en fait un ouvrage, on peut le dire, presque historique, puisque vous êtes allé retrouver les archives du premier congrès sioniste et les archives sont en français, grâce à vous, pour la première fois, on peut le dire, à travers un titre qui est extrêmement, on va dire, claquant, et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre. Les vrais protocoles des sages de Sion, ce sont en fait tout le protocole du premier congressionniste et même des premiers congressionnistes, on va dire. Vous allez nous expliquer cela. Tout d'abord, comment vous est venue cette idée de mettre sur papier, on va dire, et en français, et je crois que c'est quelque chose, une contribution incontournable et extrêmement importante, en français, donc, ces archives du premier congressionniste. L'aventure a commencé il y a 5 ans et demi, 6 ans, quand je suis tombé sur les documents originaux qui étaient en allemand, donc totalement incompréhensible pour moi. Et donc j'ai commencé à chercher si ça existait en français, ça n'existait pas. Et en continuant à chercher dans certaines bibliothèques privées, j'ai trouvé les mêmes documents et en anglais, et qui étaient alors, qui dataient de 1911, signés de la main de Max Nordau, donc l'adjoint de le numéro 2, voilà, le numéro 2, l'adjoint de l'Organisation sioniste mondiale. Absolument. Et Max Nordau écrivait ce document original, cette première réimpression de 1911 est exactement l'identique de ce qui est écrit en allemand. Je vous la recommande, elle est essentielle pour connaître la situation, pour comprendre la situation. Et donc, je me suis dit, de l'anglais, c'est fabuleux. C'est-à-dire que j'ai une édition qui est certifiée de la main de Max Nordau en anglais. Donc de là, je peux commencer à travailler en français parce que certains textes à l'intérieur méritent vraiment d'être connus. Alors, ça veut dire que jusqu'à présent, d'abord, les travaux du premier congressionniste, celui au cours duquel Théodore Herzl a prononcé cette phrase mythique à Bâle, j'ai créé l'État juif. Absolument. Il n'était pas en français jusqu'à présent. En fait, il existe une version sur laquelle je suis tombé il y a 3 ans de ça à peu près, qui a été traduite en français en Tunisie. C'est une maison d'édition tunisienne qui a publié ça. Alors, j'ai pas voulu travailler là-dessus pour une simple et bonne raison, dès la préface. Je vous laisse imaginer. Il y a une sorte de parti pris. Je vous laisse imaginer. C'était même pas un parti pris, c'est juste regarder ce qu'on fait, comment ils ont transformé les sionistes pour massacrer les Palestiniens et ce genre de choses. Donc, honnêtement, je suis passé dessus. Mais sinon, il y a personne avant vous qui a eu. Alors, à ma connaissance. À votre connaissance. À ma connaissance, j'ai trouvé personne, aucun document certifié, validé, approuvé. Ok. Alors, on revient au premier congressionniste. Donc, les textes originaux du protocole du premier congressionniste étaient en allemand. Alors, c'était en allemand. D'ailleurs, les discussions se tenaient principalement en allemand. Il y a quelques personnalités qui parlaient en yiddish ou en hébreu, mais très peu, et certaines en anglais. Et même, par exemple, Jacques Bahar, qui était un sioniste de l'époque, qui faisait partie de ce premier congressionniste, qui rapportait la situation des Juifs de France ou d'Algérie, lui-même parlait dans un français, mais dans un très bon français, mais il explique dans le livre qu'il se sent mal parce qu'il devrait parler en allemand, mais qu'il n'a pas le langage nécessaire. Donc il y avait quand même un discours qui était en français. Il y avait un discours en français, mais il avait été reporté en allemand dans le texte. Alors, essayez de nous recadrer ce congressionniste. On est à la fin du mois d'août 1897 à Bâle. Absolument. Combien il y a de participants au congressionniste ? 204 participants qui ont le droit de voter, parce qu'il y a des délibérations, plus quelques femmes qui sont là en tant qu'observatrices,
mais qui n'ont pas le droit de voter. Pourquoi? C'est-à-dire, toutes les représentants, c'était que des hommes? C'était que des hommes qui étaient, Ah alors, ouais. qui avaient le droit de voter. C'est-à-dire, mais il y avait des personnes dans la salle qui étaient en plus, dont des femmes, mais qui n'avaient pas le droit encore de voter à l'époque. C'était l'époque. C'était l'époque. Oui. Et quelques chrétiens. Chrétiens sionistes qui étaient là, et il y en a certains dont on dit qu'ils ont extrêmement fortement influencé Theodor Herzl à l'époque. Alors, alors, si je peux me permettre, parce qu'il y a vraiment une magnifique histoire sur le deuxième congrès sioniste, donc c'est à la fin du livre. Le deuxième congrès sioniste, ça fait 3 ans plus tard. Un an plus tard. C'est l'affaire Dreyfus, etc. Donc, deuxième congrès sioniste, le jour de l'ouverture. L'affaire Dreyfus, elle a déjà éclaté au premier congrès sioniste. Exactement, mais on en parle lors du deuxième, pas lors du premier. Ah, ok, c'est intéressant. Et lors du deuxième congrès sioniste, c'est le jour d'une fête chrétienne qui est célébrée à Bâle. Ouais. D'accord, au mois d'août. Et lors de cette fête chrétienne, il y a une procession dans la rue, donc une grande manifestation, et les gens passent devant. C'était le grand casino de Bâle. Bien sûr, oui. Ils passent devant et ils disent « Vive les Juifs, vive Israël !» Et t'as tous les représentants du congrès sioniste qui sortent au balcon et ils se mettent à pleurer en entendant ça, parce que c'est la première fois. Une sorte de reconnaissance. Une reconnaissance en disant c'est la première fois en Europe où on ne jette pas des pierres. Depuis des années. Des années. Alors, revenons à ce premier congrès sioniste, parce que c'est l'essentiel, on va dire, de cet ouvrage, bien qu'à la fin, donc, il y a aussi les protocoles, mais c'est les protocoles intégraux. Non. Pour ce qui est du deuxième jusqu'au sixième congrès sioniste, j'ai pris les principaux discours, à savoir ceux de Herzl et de Nordau. Alors, ok. Alors, justement, je voudrais qu'on parle de ce couple qui est à l'origine du mouvement sioniste. Il y a Theodor Herzl, bien entendu, c'est la figure emblématique du mouvement, celui qui a créé le mouvement, qui a enclenché ce mouvement. Mais Herzl va décéder très rapidement. Ouais. Il va mourir en 1904. Ouais. Et tout le monde pense que c'est Nordau qui va prendre la suite. Voilà. Et tout le monde prend. Et non. Alors. Et non. Et en fait, Herzl et Nordau. On parle pas souvent de Nordau. Nordau est totalement inconnu. C'est un nom de rue. C'est un nom de rue aujourd'hui. À Tel Aviv, effectivement, ou ailleurs, même à Jérusalem. Mais Nordau, c'est la matière grise. Vraiment, on le sent dans le livre. Et d'ailleurs, ceux qui n'aiment pas lire. C'est le cerveau du mouvement sioniste. C'est le cerveau complètement. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas lire, mais qui veulent le livre, parce que c'est un vrai document d'histoire, ils peuvent se concentrer sur les discours de Max Nordau. C'est un concentré de tout le livre et c'est juste fabuleux. Et Nordau et Herzl, c'était quasiment la même approche. C'était les mêmes. Ils pensaient de la même manière. Les deux, d'ailleurs, avant de penser à l'invention du congrès sioniste, les deux s'étaient plus ou moins éloignés du judaïsme. Herzl, par exemple, n'avait pas circoncis ses enfants parce qu'il pensait que être juif, c'était un danger et qu'on allait pouvoir un jour les rafler. Il était visionnaire. On sait qu'il y a des théories différentes sur aussi. Peu importe. Il y a plusieurs théories. Voilà, exactement. Mais en gros, c'était ça. Et puis un jour, il s'est rendu compte, en écrivant une pièce de théâtre, où il avait un personnage qui était juif mais converti au christianisme, et il s'est rendu compte, en écrivant cette pièce, en plein milieu de la pièce, il s'est rendu compte que il avait beau être chrétien, on le traitait de juif quand même. Et là, il s'est rendu compte et s'est dit, mais se convertir au christianisme, c'est pas la solution. Et la solution au problème juif, c'est un État juif. Et donc, pour en revenir à Nordau très rapidement, Nordau, on pensait tous qu'il allait prendre la succession de Theodor Herzl en 1905, et Nordau était marié avec une non-juive. Et il s'est dit, si moi, qui suis marié avec une non-juive, je prends la tête du mouvement sioniste, on va me critiquer et ça va partir dans des discussions intenables, etc. Donc et il a laissé la place de lui-même. Il a laissé la place à David Wolfson. À l'américain. Alors, c'est tout à fait intéressant de savoir combien de temps vous avez travaillé 5 ans. sur ce... 5 ans, c'est pas un travail du quotidien, donc c'est un vrai travail de recherche, de précision, d'adaptation. Mais au départ, vous racontez-nous un peu de manière plus détaillée comment vous avez récupéré tous ces documents. C'est-à-dire parce que c'est une sorte de travail d'enquêteur, on peut dire. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'au début, je tombe sur un document en allemand où je comprends que le titre, et grâce à Google Translate. Oui. Parce que l'allemand, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais ça m'interpelle. Moi, j'adore les documents historiques, l'histoire, etc. Et donc, j'entreprends de rechercher un document en anglais, enfin en français et puis en anglais. Je le trouve en anglais. Et il se trouve qu'il en vente aux enchères. C'est ça, c'est cette traduction de Nordau dont vous parliez exactement, tout à l'heure, de 2011. 1911, exactement. 2011, c'est 1911, exactement. Édité par une association austro-hongroise, de l'époque, qui s'appelait Barissia. Et donc, je me dis, écoute, c'était, je crois que le montant, il est aux alentours des 2 500 $, ce qui est un petit prix quand même, hein, mais qui n'est pas non plus colossal. Et donc, j'ai investi mes 2 500 $ dans cet achat du document original. Et donc, je l'ai reçu. D'abord, je l'ai lu. C'était une délectation, un plaisir, parce que
En anglais, donc. Oui, en anglais, absolument. Et puis là, je me suis dit, c'est quand même extrêmement dommage qu'on ne retrouve pas ces documents en français parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Au niveau historique, intensité, c'est juste fabuleux. Et donc, j'ai entrepris ce travail d'adaptation en français. Alors, c'est un travail que vous avez mené tout seul ou... Alors, le livre, il y a certaines pages qui sont altérées en anglais, où il était impossible de trouver... Parce que ça forme un livre. Là, c'était extrêmement volumineux. Le livre original est plus fin. Ouais. Il est écrit beaucoup plus petit. Et moi, j'ai essayé de faire en sorte que les interlignes soient assez espacées pour que ça ne fatigue pas les yeux et que les lettres à l'intérieur soient assez grandes aussi. Alors, c'est pas non plus écrit bien sûr. Mais c'est agréable à lire. Je voulais pas un livre trop serré, que ça servait à rien. Et donc, mais le livre original, il est petit comme ça, il fait 200 pages. Oui. Il fait la moitié de celui-là à peu près. Et donc j'ai pris 5 ans. Alors déjà, une traduction simple, puis des recherches d'adaptation, etc. Parce qu'il y a plein de noms d'associations qui existaient à l'époque qui n'existent plus. Donc il fallait retrouver quelles étaient ces associations, quels étaient leurs buts. Et puis les personnages aussi du congressionniste. Rechercher qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, quels étaient leurs buts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que puisque vous avez vraiment défriché à ce niveau-là et reproduit tous les discours des pères fondateurs du mouvement sioniste, c'est intéressant de savoir, est-ce que la vision de l'État d'Israël aujourd'hui, elle est très différente de celle qu'ils avaient au moment du premier congrès sioniste. Qu'est-ce qui a changé? C'est difficile à dire. Alors, le premier changement, c'est qu'à l'époque, c'était l'Empire ottoman ici. Oui, bien sûr. Et que le travail principal de Théodore Herzl à l'époque, c'était d'être le premier diplomate de la nation juive. C'est-à-dire qu'il allait voir le sultan de l'Empire ottoman, mais après, il est parti voir le chancelier allemand. Et puis, vous le savez, au cours des 6 premiers congrès dont on parle... L'empereur, la fameuse photo avec l'empereur allemand. Exactement. Et il y a eu plein de solutions qui ont été comment dit-on, échafaudé. C'est-à-dire qu'on a parlé d'abord, donc l'objectif principal c'était un foyer juif en Palestine, mais sous la mandature du sultan. Oui. Ça c'était le premier plan. Et puis après on a vu que c'était compliqué, donc on a proposé un État juif, comme vous le savez, il y a eu en Ouganda. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il faut savoir, parce que ça aussi, c'est étonnant, ça je ne le savais pas. 1906. Exactement. Mais vous savez que le projet Ouganda, aujourd'hui, ça ferait partie du Kenya. Donc aujourd'hui, nous serions kenyans. Ah, oui. Non, mais c'est étonnant, c'est intéressant. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Mais entre ces projets-là, il y en a eu d'autres. Il y a eu des tentatives de colonisation en Amérique du Sud, dont on connaît l'existence. Le baron Hirsch. Exactement. Mais il y a eu aussi Arafat. Herzl est parti à Rafah. Il y a eu toute une expédition sioniste à Rafah avec l'accord du gouvernement britannique pour étudier la possibilité de créer un État juif à Rafah. Alors, on parle de quel Rafah? En Égypte. De le Rafah de Rafia. Exactement, à l'entrée de Gaza, enfin à côté de donc, Gaza. Il y avait un projet Il y avait un projet, parce que c'était les Britanniques encore à l'époque, et les Britanniques ont dit, si vous voulez, on va à Rafah. Et donc, ils sont partis à Rafah, et ils ont vu qu'à Rafah, alors les Juifs voulaient vraiment aller à Rafah dans un premier temps, et le gouverneur d'Égypte était d'accord, jusqu'au moment où il fasse une étude sur la situation hydraulique de la région, en disant, vous allez mourir de soif, c'est pas possible. Donc, le projet Rafah a été annulé dans l'année, en fin de compte. En quelle année on était 1904-1905. D'accord, au moment de la disparition de Théodore Herzl. Alors, maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est de dire... Aujourd'hui, comment peut-on se procurer ce livre, et puis son utilité, c'est que par exemple vous êtes en contact avec par exemple les archives sionistes, les responsables de l'organisation sioniste mondiale, parce que c'est quand même un projet assez impressionnant et qu'il faudrait faire savoir. Alors il y a des projets qui sont en cours avec le Merkaz Herzl, le centre Herzl à Jérusalem, et donc il va y avoir des conférences organisées avec elle dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai pas les dates précises, mais ça arrive. Avec l'organisation sioniste mondiale, j'espère qu'on va aboutir à quelque chose. Pour l'instant, on est au tout début des discussions. Il y a certaines personnalités politiques en France qui l'ont reçu, une 50aine de personnalités politiques de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche. Et souvent, les pires, je leur ai envoyé à eux précisément pour qu'ils comprennent que Israël, c'est pas la résultante de la Shoah, mais que ça a été bien créé avant et que ça a vraiment son utilité. Et pour trouver ce livre en Israël, il y a plusieurs possibilités. Il y a les librairies francophones, donc à Jérusalem, il y a Vice Versa, à Tel Aviv, il y a les librairies du Foyer, à Netanya, Kikar Torah. Et pour ce qui est de Internet, sinon, vous avez les grands sites marchands, Amazon. Alors, il y a 2 liens sur Amazon. Il y en a un qui est en rupture de stock. Le livre se vend extrêmement bien. Et il y en a un deuxième
Et il y en a un deuxième qui est toujours disponible. Et on peut l'envoyer dans le monde entier, bien entendu. Alors, est-ce que l'appétit vient en mangeant et que vous avez un autre projet de ce type j'en ai un autre en marche. Je suis en train de travailler sur un deuxième livre sur le premier président de l'État d'Israël, Weizmann. Parce que Weizmann a rejoint l'aventure sioniste dès 1902 et que tout au long de sa vie, on voit son avancée, son cheminement jusqu'à ce qu'il arrive président de l'État d'Israël. Donc c'est quand même fabuleux. On part de 1902, les tout premiers congressionnistes. Et alors, il s'agira de... Lui, on peut dire, contrairement à Herzl et à Nordau, ils ont vu la création de l'État. Il a vu la création de l'État d'Israël. Pour le coup, lui. Et puis, il a des rencontres fabuleuses avec Einstein, etc. Donc, le prochain livre, ce sera de traduire ses principaux discours et ses échanges épistolaires avec les leaders juifs, mais pas seulement, aussi des leaders politiques du monde entier. Eh bien, Jonathan Simon-Selem, merci beaucoup d'être venu ici en cette journée de Yom Yerushalayim. C'était très intéressant, passionnant de vous rencontrer, de voir ce sujet. Bien entendu, on ne peut que recommander. Donc, pour ceux qui sont imbibés ou imprégnés de l'histoire du sionisme moderne, eh bien, cette lecture des protocoles du premier congrès sioniste qui s'appelle les vrais protocoles des sages de Sion. Parce que ce sont les vrais, parce que ça, c'est effectivement les vrais et que les autres, on sait à quel point ils ont été falsifiés et ils sont le reflet de l'antisémitisme qui régnait. Merci beaucoup d'avoir œuvré sur cet ouvrage et merci beaucoup d'être venu. Bonne chance et à bientôt. Chag Sameach à l'occasion de Yom Yerushalayim. Shalom. Au revoir.